naissance, avec tout ce qui s'en passe. Je crois que les physiologistes vous mettent même un premier cri, mais ils sont beaucoup plus modernes que nous, puisqu'ils ont, eux, la capacité d'incorporer du son à leur diaporama, ce que je ne sais pas faire. Si quelqu'un sait, je suis preneur d'informations sur ce sujet. C'est un premier cri, je ne vais pas vous limiter pour autant, mais au moment du premier cri, la naissance, l'acquisition des droits civiques, bonjour à la République, et l'aération du poumon, dont je vous signale quand même en médecine, pour beaucoup, c'est le signe de la vie. L'enfant a-t-il respiré, hein? Très bien. Et le geste, d'une certaine façon libératoire, de la section du cordon. Bien. Cette section du cordon, cette vie extra-utérine, cette naissance, s'accompagne bien sûr de modifications hémodynamiques. Puisque, on le comprend aisément, le cordon ayant été sectionné et la circulation placentaire n'ayant plus aucune signification pour le peu de temps qu'elle dure, les conditions hémodynamiques se modifient. Le système de la partie distale de la veine ombilicale gauche n'est plus vascularisé, fin de la veine ombilicale gauche et du canal d'Arancius. Le ligament rond des anatomistes, c'est le vestige de la veine ombilicale gauche qui va, tiens, comme c'est bizarre, du foie à la région du cordon ombilical. Évidemment, si on connaît l'embryologie, il n'y a pas besoin de réfléchir pour le retenir. Deuxième élément aussi, les artères ombilicales, ici, qui naissaient de la partie distale du système aortique et qui allaient vers la vessie, s'atrophient pour donner des ligaments latéraux vésicaux qui vont, tiens, quelle surprise aussi, jusqu'à l'ombilic. Parfait. Fin de cette circulation pour nous. Que reste-t-il? Tout le reste. Tout le reste avec des modifications hémodynamiques qui s'accompagnent notamment d'une augmentation des pressions parce que la respiration s'installe dans les cavités thoraciques, d'une modification des conditions hémodynamiques et de l'individualisation anatomique et fonctionnelle d'une circulation droite et d'une circulation gauche au niveau du cœur et des gros vaisseaux. Et ces modifications anatomiques, avec notamment un développement important que les physiologistes vous détailleront des pressions dans les cavités gauches, aboutit à ce que, premièrement, il y ait ici un plaquage l'une sur l'autre des deux cloisons interauriculaires, du septum primum et du septum secondum. Et comme les deux trous qu'on a péniblement ou rapidement essayé de décrire la dernière fois et que vous avez sans doute essayé vous de retenir, enfin du moins je l'espère, comme il y a deux orifices, l'ostium secondum dans le septum primum et l'orifice du septum secondum, comme ils ne sont pas en face l'un de l'autre, si les deux cloisons se plaquent, plus de possibilité de passage. Il y a une fermeture physiologique de la communication interauriculaire. Autre élément, donc fin du shunt droit-gauche à l'étage atrial. Deuxième élément, dans les heures qui suivent la naissance, éventuellement dans les jours qui suivent la naissance, le canal artériel se ferme, la fermeture du canal artériel étant en dehors du cœur, soyons honnêtes, pas très loin, près des gros, dans la région des gros vaisseaux de la base, tout près du cœur. C'est à peu près la même chose, il y a fermeture du deuxième shunt physiologique, du shunt droit-gauche qui existait entre l'artère pulmonaire et la circulation systémique. Et du coup, les conditions hémodynamiques font que tout le sang de retour veineux de la grande circulation, oreillette droite, ventricule droite, artère pulmonaire, passe dans le réseau artériel pulmonaire. Les pressions là aussi augmentent de façon importante, de façon significative, mais pas autant que dans le système artériel, pas au point de devenir égale à celle du système artériel systémique, au système aortique. Petite circulation mise en place, retour veineux par les veines pulmonaires qui se font dans l'atrium gauche, ventricule gauche, aorte. Évidemment, pas de circulation extracorporelle, on l'a dit tout à l'heure, tout ça c'est fini. Voilà l'adaptation circulatoire à la naissance, voilà celle qu'il faut retenir, voilà celle que les physiologistes vous redétailleront, je pense, beaucoup plus précisément et beaucoup mieux que moi. Enfin, on ne peut pas faire le cours d'embryologie sans omettre cet aspect fonctionnel essentiel du système circulatoire avant la naissance. Cette embryologie
évidemment, elle peut faire l'objet de quelques loupés. Alors, il y a des loupés fonctionnels, il y a des loupés malformatifs. Il est de tradition dans le cours d'embryologie qu'on vous en parle un tout petit peu. Ce registre est extrêmement vaste, puisqu'il y a de nombreux types de malformations cardiaques congénitales que vous reverrez en cardiologie, en pédiatrie, en cardiologie pédiatrique, que sais-je. Il n'est pas question que j'aborde tout avec vous aujourd'hui, mais on va quand même en évoquer quelques aspects. Premièrement, les malformations cardiaques sont, suivant la façon dont on voit les choses, trop fréquentes ou pas très fréquentes, mais il y a quand même environ près de 5000 enfants par an en France qui naissent avec une malformation cardiovasculaire, je dis bien, qui n'est pas forcément considérable. Évidemment, des plus ou moins sévères. Les étiologies sont variées, mais évidemment, comme dans tous les cas de malformation, n'oubliez pas que plus les malformations sont sévères, plus il y a de chances ou il y a de risques que ça soit ça, elles peuvent être associées à des malformations ou à des anomalies chromosomiques, ce d'autant qu'il y a des malformations associées, etc. Quand il y a une malformation, si la malformation cardiaque est révélatrice et initiale, il faut évidemment faire un bilan des malformations associées. Très bien. Il y a d'autres types de causes, on n'y insiste pas. Par contre, je voudrais vous évoquer quelques noms, que vous ayez entendu ces noms dans le cours d'embryologie. Premièrement, l'hypoplasie du cœur gauche. Pourquoi ? Parce que c'est une anomalie qui, heureusement, n'est pas très fréquente, mais qui se présente avec un tableau clinique lorsque la grossesse va jusqu'à son terme et que ça n'est pas diagnostiqué en anténatal, avec un tableau clinique assez stéréotypé. Une naissance qui se passe souvent bien, l'enfant va bien pendant quelques heures, puis brutalement un malaise important et l'enfant décède très rapidement. C'est à n'y rien comprendre, l'enfant est rose, il n'est pas bleu. Vous savez peut-être qu'il y a des cardiopathies cyanogènes et non cyanogènes. Là, elle n'est pas cyanogène. Et la cause de l'insuffisance hémodynamique qui conduit au décès est qu'il y a un défaut extrêmement important de développement du cœur gauche. Voici ici le cœur d'un malheureux enfant qui est décédé en période néonatale de ce type d'anomalie. Vous avez ici une coupe frontale du cœur, on voit le ventricule droit qui est bien développé, et ici un ventricule, c'est une coupe frontale du cœur, hein, donc ici l'étage atrial, ici l'étage ventriculaire, ventricule droit qui est très développé relativement et proportionnellement, et un ventricule gauche qui est petit, ridiculement petit, et qui, on a ici une coupe qui passe par l'infundibulum aortique, passe ici vers une aorte qui est extrêmement grêle, totalement atrésique. Sachez qu'il existe des hypoplasies du cœur gauche, qu'elles ont évidemment un pronostic effroyable, qu'elles peuvent survenir comme quelque chose de brutal alors que les parents se réjouissent déjà de la naissance d'un enfant qui a l'air charmant, etc., et en bonne santé, et puis tout bascule en quelques secondes de façon évidemment dramatique. Le seul point positif de l'histoire, si on peut considérer qu'il y en a un, c'est que ce sont des anomalies en général isolées, sans risque particulier de récurrence. Donc, peut être relativement rassurant pour l'avenir, sauf qu'il ne faut pas être trop rassurant non plus, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident à un moment donné qu'il ne peut pas y en avoir un autre du même type ou d'un autre type après. Donc, prudence là encore dans la façon de rasséréner les familles. Deuxième élément dont je voulais vous parler, puisque je vous l'ai signalé la dernière fois, le canal atrio-ventriculaire. Là, il s'agit d'une malformation qui est lié à quelque chose de très précis, au défaut de cloisonnement atrio-ventriculaire pendant la période initiale de l'organogénèse cardiaque. Le cœur va pour autant se développer de façon relativement satisfaisante par ailleurs. Il y aura un étage atrial, un étage ventriculaire, il y aura un atrium gauche et un atrium droit, il y aura un ventricule droit et un ventricule gauche. Et au passage, j'espère que vous voyez ici qu'entre le ventricule droit et le ventricule gauche, il y a une cloison musculaire, qui est la partie musculaire du septum interventriculaire. Donc au passage, dans cette anomalie, on a un cloisonnement musculaire normal entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Par contre, tout ce qui manque ici, c'est ce qui fait que normalement, on devrait avoir une cloison continue qui sépare la droite et la gauche. Et là, on ne l'a pas. On a un anneau valvulaire atrio-ventriculaire complet. Comme on l'a coupé en deux, on n'en voit que la moitié ici. On voit le côté antérieur de l'anneau valvulaire, et dont on voit que les valves en continuité vont vers le ventricule gauche, vers le ventricule droit. Ici, il y a un défaut de cloisonnement de toute cette partie, de toute la partie centrale du cœur. C'est le canal atrio-ventriculaire. Il y a donc une mixique, un mélange du sang un peu dans tous les sens,
à cette partie centrale du cœur. C'est une cardiopathie qui est également sévère. Et je vous en ai parlé la dernière fois parce que c'est une anomalie qu'on peut, comment dirais-je, préciser par rapport à un moment précis de l'embryogenèse, mais aussi parce que c'est, je crois me souvenir vous l'avoir dit, c'est la cardiopathie la plus fréquente ou l'une des cardiopathies la plus fréquente lors des trisomies 21. Donc, c'est peut-être pas totalement inutile que vous en ayez entendu parler, que vous ayez une idée de ce que c'est. Au passage, pour nous, c'est une embryopathie qui survient à un moment précis avec celui ou correspondant à celui du cloisonnement atrioventriculaire. Dans les malformations associées, il faudra regarder si un certain nombre d'éléments qui se produisent à peu près en même temps dans l'embryogenèse ont bien fonctionné ou pas. Par exemple, si la perméabilisation du duodénum s'est bien faite. Une autre anomalie fréquemment présente dans les trisomies 21 est représentée par les sténoses duodénales. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se produit à peu près au même moment, à peu près à la même période. Donc voilà le type de raisonnement qu'il faut avoir quelque part en tête. On ne peut pas tout savoir, bien sûr, surtout si on spécialise dans un autre registre que celui-là, mais qu'on peut avoir en tête comme mode de fonctionnement, mode de réflexion devant ce type de malformation.